Nous sommes le 5 mars 1982 et un vaisseau aux formes étranges s'enfonce dans l'atmosphère de Vénus. Contrairement à toutes les sondes déjà lancées vers n'importe quel autre monde, il ne va presque rien faire pour essayer de freiner sa descente. Un parachute est brièvement déployé dans la haute atmosphère, mais il est rapidement largué au moment de pénétrer dans la couche nuageuse, alors que l'appareil se trouve encore à plus de 50 km d'altitude, car il ne survivrait pas aux conditions qui y règnent. La suite se déroule en chute libre totale, mais même ainsi, il lui faut alors plus de 20 minutes pour franchir à l'aveugle ce rideau opaque d'acide sulfurique, et à 30 km de la surface, l'air redevient brusquement transparent. Tombant toujours comme une pierre, la chute s'achève par l'atterrissage le plus rudimentaire et le plus brutal qu'on puisse envisager, un impact au sol pur et simple. Pas de rétrofusée, pas d'airbag, pas de train d'atterrissage déployable ou toute autre astuce technologique. Il s'est laissé tomber tel quel depuis les portes de l'espace jusqu'au désert rocheux en contrebas. Mais il ne s'agit pas d'une mission suicide, enfin en tout cas pas au moment d'arriver au sol. L'objectif est bel et bien de parvenir à la surface brûlante de la planète encore entier et fonctionnel, et pour la toute dernière fois dans l'histoire, jusqu'à ce jour, tenter de dévoiler au monde la vérité sur ce qui se trame dans les profondeurs de Vénus. Salut les terriens! De 1961 jusqu'à sa chute dans les années 80, l'Union soviétique a fait preuve d'une véritable obsession pour la planète Vénus. Rien qu'entre 61 et 65, c'est pas moins de 10 missions incroyablement ambitieuses et coûteuses qui ont été tirées dans l'espoir de soutirer la moindre information sur ce que dissimule son atmosphère opaque, et absolument toutes se sont soldées par des explosions, des crashs ou des pertes de communication. Mais ces échecs à répétition n'ont pas un instant entamé la résolution des soviétiques à atteindre leur objectif, et pendant encore 2 décennies, ils ont continué sans relâche à envoyer mission sur mission, jusqu'à réussir à dévoiler les secrets bien gardés de notre mystérieuse voisine. Et lorsque ça a enfin été le cas, lorsque les premières images leur sont enfin parvenues de la surface, ils ont mis fin à tout leur programme pour ne plus jamais tenter d'y retourner. L'étoile du berger brille d'un éclat intense juste avant l'aube ou juste après le coucher du soleil. Vous l'avez forcément déjà remarqué, c'est le deuxième objet le plus lumineux du ciel nocturne après la Lune. Mais malgré son surnom, ce n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Vénus est par bien des aspects à considérer comme la sœur jumelle de la Terre. Même taille, même masse, une distance au soleil à peine plus faible et une composition générale plus ou moins identique à celle de notre planète. À quelques détails près, Vénus aurait pu connaître une histoire similaire, faite de climats tempérés, d'océans liquides, de forêts verdoyantes et d'un fourmillement de vie sous toutes ses formes. En fait, si nos télescopes détectaient aujourd'hui une telle planète dans un lointain système, on aurait aussitôt droit au gros titre pour nous vendre une exoterre avec des visuels pleins de créatures extraterrestres. Mais bien évidemment, rien n'est si simple, car malheureusement, ces quelques détails qui nous séparent de notre frangine planétaire sont du genre à faire toute la différence entre notre paradis luxuriant et un irrespirable Mordor. Ces détails, quels sont-ils ? D'abord, Vénus tourne beaucoup moins vite sur elle-même, une journée vénusienne dure 8 mois terrestres, ce qui, combiné à une absence de convection dans le noyau, ne lui permet pas de générer de champ magnétique. Et la conséquence, c'est qu'elle se prend en pleine face la totalité du vent solaire, de ses rayonnements et de ses particules chargées. Au passage, puisqu'on parle de sa rotation, il faut noter que Vénus possède la particularité unique dans le système solaire de tourner à l'envers de toutes les autres, et l'origine de cette rotation inversée n'est pas entièrement élucidée. Elle pourrait être le résultat d'une gigantesque collision avec une protoplanète dans les premiers âges de sa formation, qui l'aurait faite violemment basculer, ou encore d'un effet plus progressif des marées atmosphériques et du verrouillage gravitationnel au Soleil, qui l'aurait ralenti puis engagé dans une légère rotation inverse. En fait, là-dessus, aucun scénario ne fait encore l'objet d'un consensus. Mais continuons le jeu des 7 différences, Vénus est aussi plus proche du Soleil. Oh, pas énormément, il ne lui manque par rapport à nous qu'un quart d'unité astronomique, mais cela suffit tout de même à lui faire recevoir le double du rayonnement lumineux qui atteint la Terre, qui varie avec le carré de la distance. Une dernière différence notable, Vénus ne possède aucun satellite naturel, et connaissant le rôle joué par notre Lune dans le développement de la vie terrestre, on commence à comprendre que malgré des caractéristiques physiques générales assez similaires, Vénus n'avait en fait aucune chance de suivre le chemin de sa jumelle.
On l'a déjà évoqué à propos des lunes de Jupiter, il en faut extrêmement peu pour que deux mondes quasiment identiques évoluent dans des directions radicalement différentes. Et se trouver simplement à une distance au Soleil à peine un quart plus faible, tourner plus lentement sur elle-même sans avoir pu capturer de satellites massifs, a enclenché sur Vénus des réactions en chaîne planétaire qui ont rendu sa surface plus hostile que tout autre monde du système solaire interne. Pour comprendre ça, remontons 3,8 milliards d'années en arrière. Vénus ressemblait alors vraisemblablement assez à la Terre de la même époque, son atmosphère primitive était similaire à la nôtre et elle a sans doute abrité à sa surface des océans d'eau liquide. Bref, Vénus était alors un monde possiblement plutôt accueillant, et il n'est même pas impossible que les premières ébauches de la vie y soient apparues. Le Soleil ne brillait alors qu'à 70% de sa puissance actuelle, et ce fragile équilibre climatique a perduré ainsi entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années. Ce qui a déclenché la suite n'est pas entièrement certain, peut-être simplement la montée en régime progressif du Soleil qui lui a fait dépasser un seuil critique, peut-être un mécanisme qui nous échappe encore, toujours est-il que Vénus est à un moment de son histoire engagée sur la voie d'un effet de serre catastrophique sans retour en arrière. Voilà en gros ce qui s'est passé, la température montant progressivement, ces océans ont libéré de plus en plus de vapeur d'eau, or la vapeur est un puissant gaz à effet de serre, et dès lors une réaction en chaîne a démarré. Plus de rayonnement piégé dans son atmosphère signifiait une température toujours plus haute, toujours plus de vapeur libérée, donc plus de rayonnement piégé, et ainsi de suite. Mais notez tout de même que tout ça aurait pu alors avoir une fin relativement rapide, car sans champ magnétique, la vapeur d'eau remontant naturellement dans la haute atmosphère se retrouvait progressivement soufflée dans l'espace par le vent solaire, et si rien d'autre ne s'était invité dans la danse, une fois les océans définitivement évaporés et emportés dans l'espace, la température aurait pu tranquillement redescendre. Mais c'était sans compter sur un cruel détail géologique, Vénus ne possède pas de tectonique des plaques, or sur Terre c'est justement ce phénomène qui permet sur le long terme au dioxyde de carbone émis par les volcans, puis stocké au fond des océans, d'être à nouveau lentement absorbé dans le manteau. Sans tectonique, le CO2 s'accumulerait au fil des millions d'années dans l'atmosphère pour en faire une fournaise, et c'est exactement ce qui s'est produit sur Vénus. D'ailleurs, même une fois toute l'eau soufflée dans l'espace, c'est lui qui a pris le relais de la machine à effet de serre. Aujourd'hui, l'atmosphère vénusienne est composée à 96% de CO2 et la planète tout entière est devenue une étuve infernale. La température atteint au sol les 460 degrés, soit assez chaud pour faire du plomb à l'air libre, pour une pression 90 fois plus intense que sur Terre, comparable à celle qui règne dans nos océans à presque 1000 mètres sous la surface. Son ciel est obscurci par d'épaisses couches de nuages d'acide sulfurique, et en comparaison, la Lune ou Mars sont d'accueillants paradis. Voilà, pas vraiment le coin rêvé pour une location de vacances quoi. Et pourtant, c'est bien cet enfer invivable que les soviétiques ont choisi de cribler de sondes avec acharnement pendant plus de 20 ans, et tout commence au lendemain de leur première heure de gloire spatiale. Le 4 octobre 1957, le bip-bip du tout premier satellite artificiel est capté par les radios du monde entier. Spoutnik marque la première victoire soviétique dans la course à l'espace et le début d'une ère de développement frénétique des technologies. Dès lors, ce sera qui va le plus loin, le plus vite, à qui s'attribuera le plus de grandes premières. Premier homme dans l'espace, première sortie extravéhiculaire, premier pas sur la Lune. Mais cet affrontement ne se limite pas qu'à l'orbite terrestre et à la course à la Lune, car des lanceurs toujours plus puissants permettent déjà d'envisager des destinations bien plus lointaines, et le système solaire regorge de mystères. On ne sait presque rien de la surface de Mars, et moins encore de celle de Vénus. Pour l'une comme pour l'autre, on se permet encore d'imaginer des forêts verdoyantes et des rivières, c'est dire si on a encore bien peu conscience de la fragilité de l'équilibre terrestre, on suppose encore qu'il pourrait ailleurs être la norme. Et avant même le décollage historique de Gagarine en avril 61, mais de façon bien moins médiatisée que les vols habités, la compétition s'installe, tout aussi féroce, du côté du voyage interplanétaire. Imaginez un peu être les premiers à découvrir de la vie, même végétale, sur Mars ou Vénus, révéler au monde entier la richesse de ces mondes extraterrestres que l'on fantasme encore, et là aussi on ne perd pas de temps, c'est à qui réussira le premier survol et le premier atterrissage. Et comme toujours, les styles américains et soviétiques dénotent quelque peu. Côté américain, chaque mission est soigneusement préparée dans les moindres détails, à grand renfort de validation et de simulation. On en voit peu, mais on en voit bien. Et s'il y a bien un ou deux échecs au début, la NASA devient rapidement la grande spécialiste du voyage vers Mars.
Côté soviétique, on choisit d'apprendre de ses erreurs, on tire, on rate, on corrige et on retire. Rien qu'en 1960, 2 sondes décollent pour Mars, puis en 61, 2 pour Vénus, en 62, 3 pour Mars et 3 pour Vénus, et ça continue comme ça les années suivantes. Chaque fenêtre de lancement vers une planète ou une autre est utilisée pour envoyer au moins 2 fusées jumelles. Et jusqu'en 1967, absolument toutes sont des échecs. Explosion au décollage, perte de communication, perte de contrôle, dysfonctionnement des moteurs qui empêchent de quitter l'orbite terrestre, les ratés se comptent en dizaines. Et pourtant, pas question d'abandonner, Sergei Korolev, l'ingénieur en chef du programme spatial en personne, supervise les missions. En russe, Vénus se dit Venera, et c'est le nom qui est donné au programme d'exploration qui lui est dédié. Mais attention, conformément aux usages soviétiques, seules les réussites au moins partielles font l'objet d'un baptême officiel. Par conséquent, la toute première sonde à décoller pour Vénus sans parvenir à quitter l'orbite terrestre n'aura pas cet honneur. La seconde mission quitte El Baïkonour le 12 février 1961, et c'est aussi un échec. Après 7 jours de vol, le contact est perdu avec la sonde. Mais malgré tout, les radars montrent que sa trajectoire est relativement bonne, et d'après les dernières mesures effectuées, on estime qu'elle a transité le 29 mai à environ 100 000 km de Vénus, soit un peu plus de 16 fois le rayon de la planète. Or même si elle n'a pas pu réaliser la moindre mesure, il s'agit historiquement du premier survol d'une autre planète par un objet terrestre, et ce seul fait lui vaut de recevoir pour la postérité le nom de Venera 1. S'ensuit alors une interminable série noire de dysfonctionnements techniques. Des 10 missions soviétiques qui décollent vers Vénus entre 62 et 65, une seule parvient à dépasser l'orbite terrestre, mais le contact est perdu pendant le transit. Là aussi, elle survole sa cible à 100 000 km. Le record n'étant pas amélioré, elle ne méritera pas d'entrer dans la dynastie Venera. Il faut alors attendre la fenêtre de lancement de 1966 pour que de nouvelles étapes soient franchies. 2 sondes sont alors lancées, dont l'une doit survoler Vénus et l'autre tenter de s'y poser. Mais encore une fois, le contact est perdu pendant la phase de transit. Cependant, là encore, le suivi radar montre que la première doit passer plus près que jamais, à moins de 24 000 km de la surface, ce qui lui vaut un couronnement sous le nom de Venera 2, et la deuxième se crache quelques jours plus tard à sa surface, devenant ainsi le premier objet humain à toucher, même si c'est en pièces détachées, la surface de Vénus. Elle est aussitôt baptisée Venera 3. À partir de là, la première phase, il faut bien le dire, assez douloureuse du programme Venera est finie, les échecs vont heureusement se faire de plus en plus rares, et l'exploration scientifique de la planète aux nuages va enfin pouvoir commencer. Le 12 juin 1967, c'est au tour de Venera 4 de décoller pour un voyage de 4 mois et 12 millions de kilomètres, et c'est enfin le premier véritable succès du programme. Mais replaçons un peu de contexte. Tout ce que je vous ai raconté au début de cette vidéo sur les conditions qui règnent sur Vénus, on ne le sait pas encore. À ce stade de l'histoire, personne n'a vraiment idée de ce que cachent ces nuages. On ne sait pas encore de quoi ils sont faits, ni quelle est l'ambiance en dessous. Aucun survol n'ayant été en mesure de transmettre des données, tout ce qu'on a, ce sont des observations faites au télescope depuis la Terre, et un paquet de suppositions. Par exemple, on a bien compris que l'atmosphère était dense, mais sur le modèle terrestre, on a supposé qu'il devait être composé pour au moins moitié d'azote. On imagine aussi trouver à la surface un océan d'eau liquide, et qui sait pourquoi pas de la vie. Bon, voyons maintenant à quoi ressemble Venera 4. Une fois larguée par son transporteur interplanétaire, c'est une boule d'1 mètre de diamètre, et elle n'est pas supposée arriver entière au sol. C'est une sonde atmosphérique qui doit, une fois son parachute déployé, se laisser descendre lentement en transmettant en direct les mesures de ses instruments. Ces derniers auront à charge de mesurer la température, la pression et la composition de l'air. Le 18 octobre 1967, elle se lance enfin dans son ultime plongée, et alors qu'elle passe les 52 km d'altitude, la transmission des données en direct commence. À première vue, elles sont plutôt encourageantes. À cette hauteur, la pression est de 1 bar, soit celle qui vous entoure en ce moment même. La température y est d'environ 40 degrés, ce qui sera encore très vivable pour les humains que nous sommes. Le seul hic, c'est que, comme on vient de le dire, on se trouve encore à plus de 50 km de la surface, les chiffres ne vont donc faire qu'augmenter. Et alors que la sonde plonge de plus en plus profondément dans l'atmosphère, effectivement, les valeurs s'affolent. La transmission dure en tout une demi-heure pour une altitude finale de 24 km, et déjà la pression y atteignait 22 bars pour plus de 270 degrés. Vénus révèle d'un coup sa vraie nature de fournaise invivable, et c'est sans parler de la composition de l'air. À 24 km, on y trouve moins de 2,5% d'azote au lieu des 50 attendus, moins d'1% d'oxygène et un écrasant 93% de dioxyde de carbone. Donc tout espoir de vie sur le modèle terrestre vient de s'envoler.
Le contact a été perdu au moment où la sonde a vraisemblablement été détruite par la température et la pression. Malgré ces données qui jettent un certain froid chez les scientifiques, le succès et les révélations de Venera 4 sont tels qu'ils éclipsent le succès des Américains, qui quelques jours seulement plus tard réussissent avec Mariner 5 leur premier survol de Vénus à seulement 5000 km. Pour le camp soviétique, après des années d'échecs à répétition, et alors qu'ils sont en passe de perdre la course à la Lune, cette réussite va soudain faire de Vénus leur nouveau cheval de bataille. Que les Américains se concentrent donc sur Mars et la Lune, l'enfer de Vénus sera leur territoire. Il faut dire qu'en termes d'exploration, Vénus présente tout de même un certain nombre d'avantages techniques et d'intérêts scientifiques. En termes d'énergie requise, déjà, le trajet est légèrement moins coûteux que celui vers Mars, et l'épaisseur de son atmosphère en fait une cible qui correspond d'une certaine manière assez bien aux standards de l'URSS. En comparaison, pour arriver entier sur Mars et son atmosphère fine, il faut redoubler de technicité, avec des séquences complexes de boucliers thermiques, de parachutes et de rétrofusées enchaînées à la seconde près. Ce sont des gadgets que maîtrisent parfaitement les Américains. Pour arriver entier sur Vénus, au contraire, il faut construire du solide, de l'indestructible, et la densité de l'air fera le reste comme on va le voir. Ça en tout cas les soviétiques savent le faire. De plus, ces similitudes avec la Terre en font un sujet d'étude de choix pour comprendre les mécanismes d'évolution des mondes, y compris pour extrapoler ce qui pourrait être le futur du nôtre. Ainsi, fin 68 sont lancés Venera 5 et 6, deux nouvelles sondes atmosphériques dont les objectifs sont de confirmer les résultats de leur aîné. Deux nouveaux succès qui, en plus de transmettre des données similaires à Venera 4, offrent aux ingénieurs une confiance suffisante pour tenter l'étape suivante, leur première tentative sérieuse d'atterrissage. En apparence, la sonde Venera 7 ressemble assez aux précédentes, une grosse boule suspendue sous un parachute. Mais d'abord, elle est plus lourde, un peu parce qu'elle emporte plus d'instruments, mais aussi et surtout parce que son blindage est autrement plus épais, car il faut pouvoir survivre jusqu'au sol. Son parachute est habilement conçu pour s'ouvrir en deux temps. D'abord un pan d'une surface de 1,8 m² pour la haute vitesse de la rentrée atmosphérique, puis lorsque la température atteint les 200 degrés, un système de sangle doit en fondant libérer le reste de la toile pour atteindre les 2,5 m². Alors ça peut avoir l'air ridiculement petit, surtout pour un objet de presque une demi-tonne, mais la densité de l'atmosphère est telle qu'on a calculé que cette surface devrait être suffisante pour arriver au sol à quelques kilomètres à l'heure seulement. Et le 15 décembre 1970, c'est l'heure de vérité, toute la première partie du plan se déroule à la perfection. À 60 km d'altitude, le parachute d'abord bridé est déployé, puis au moment voulu, les sangles fondent comme prévu, et il se déplie pour prendre sa surface maximale. Mais 6 minutes seulement plus tard, les fixations fondent à leur tour, bien plus tôt que prévu, et Venera 7 tombe vers la surface en chute libre. Elle heurte alors le sol à sa vitesse terminale de 60 km à l'heure, et les transmissions prennent fin. Au centre de contrôle, c'est la consternation, la mission est déclarée perdue une nouvelle fois. Cependant, par un heureux hasard, les bandes magnétiques sur lesquelles les données transmises étaient enregistrées pour les archives n'ont pas été arrêtées immédiatement, elles ont continué de tourner le temps que la décision de clôturer la mission soit officiellement prise, soit plusieurs heures. Et ce n'est que des semaines plus tard, au cours d'une analyse détaillée, qu'on se rend finalement compte que, suite au crash, un signal extrêmement ténu, 100 fois plus faible qu'attendu, a continué à être envoyé par la sonde. Venera 7, malgré plusieurs dizaines de kilomètres de chute libre dans l'enfer de Vénus et un crash à 60 km/h, a bel et bien survécu, c'est vous dire la robustesse de la machine. Elle a probablement rebondi et tordu ses antennes dans l'opération, ce qui explique la faiblesse du signal, mais elle était toujours là, encore fonctionnelle pendant environ 23 minutes. Et pour les soviétiques qui viennent de perdre la course à la Lune, c'est enfin une victoire, car Venera 7 rentre dès lors dans l'histoire comme la première sonde humaine à se poser avec succès sur une autre planète. Il faudra en effet attendre l'année suivante pour que les Américains fassent de même, mais sur Mars. Les données de Venera 7 révèlent alors la dure réalité des conditions qui règnent à la surface de Vénus, environ 470 degrés Celsius, 90 atmosphères, et si on en croit la brutalité du choc à l'arrivée, une surface dure et sèche, probablement rocheuse, mais en aucun cas un océan liquide sous quelque forme que ce soit. Mais la grande leçon technique de la mission pour ces ingénieurs, ce ne sont pas ces données de température et de pression auxquelles ils s'attendaient plus ou moins depuis Venera 4, 5 et 6. Non, la grande découverte, c'est le fait que pour une sonde conçue assez solidement, il est possible d'arriver entier sur Vénus sans faire appel au moindre parachute pour l'arrivée au sol. Et cette constatation absolument folle ouvre la porte à une nouvelle génération de sondes d'une conception absolument révolutionnaire et sans équivalent dans l'histoire de la conquête spatiale. Mais cet épisode est déjà long et pour la suite et les troublantes
découverte des dernières missions soviétiques sur Vénus, je vous donne rendez-vous lundi prochain. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le pouce, un commentaire, l'abonnement pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao les terriens!